Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Poker. Poker, votre émission qui nous permet donc de tirer différentes cartes, les cartes politiques, les cartes économiques, les cartes culturelles et les cartes de société. Ce soir, Poker va essentiellement tirer une carte de société pour parler des activités d'une association qui œuvre pleinement dans le quartier 68 de Talangaï. Mais pas que. Cette carte va nous permettre de tirer d'autres cartes dans d'autres départements, pourquoi pas d'autres arrondissements de notre pays. Poker reçoit pour vous ce soir Monsieur Geoffroy Etou. Il est président de l'association Rêve 68. Président, bonsoir. Bonsoir, M. Arsène. Bienvenue à Poker. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes jeune médecin, mais aussi je rappelle que c'est pas ce titre que vous êtes ici, c'est votre fonction. Donc, je rappelle, parce que la plupart dans notre pays aussi, la jeunesse soit se fourvoie dans la politique, soit dans ne rien faire, mais se barre de beaucoup de titres pour venir et parler au nom des autres. Vous avez d'abord votre profession pour laquelle justement vous vivez et tout, et puis en dehors de ça, vous avez des activités, vous êtes disponible pour votre communauté. Rêve 68, est-ce que vous pouvez dire un mot sur Rêve 68? C'est quoi? Voilà. Merci d'abord de me recevoir sur votre plateau et de recevoir en même temps le Rêve 68 que je représente. Le Rêve 68, c'est une plateforme associative que nous, les jeunes de ce quartier 68, avions pensé depuis un certain temps, depuis 2021, pour essayer de proposer ou de chercher les solutions aux différents problèmes sociétaux qui minent notre environnement. Déjà, vous savez, dans tout problème de société, chaque partie a sa responsabilité. Nous, en tant que victimes de certains fléaux sociétaux, nous avons pris notre responsabilité pour essayer de rechercher quelques ébauches de solutions pour assurer notre bien-vivre dans le quartier. Alors, vous êtes retrouvé en tant que jeune ou bien il y a d'autres couches de la population de votre quartier qui sont avec vous? Il n'y a que des jeunes? C'est essentiellement à 80% formé des jeunes. Et puis, nous avons un comité de sages. Nous travaillons avec certains aînés aussi. Donc, les aînés vous accompagnent dans les initiatives que vous prenez. Est-ce que vous pouvez là, pour ceux qui nous suivent sur CFD Live, qui sont en ce moment-là en direct sur notre site et également dans nos pages Facebook, est-ce que vous pouvez situer un peu le quartier 68? Peut-être pour ceux qui ne sont pas de Brazzaville, pour ceux qui ne sont pas de Talangaï. C'est où le quartier 68? Bien, le quartier 68 se situe à Talangaï. Déjà, on va prendre à partir du lycée à Aneto jusqu'à Manyanga. C'est ça le quartier 68. Aujourd'hui, c'est segmenté en 3 quartiers que je pense déjà effectifs du point de vue administratif. Le quartier 610, 611 et 612. Mais c'est venu en retard par rapport à notre plateforme qui est dénommée toujours Rêve 68. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a poussé à la création de cette plateforme Rêve 68? Ce sont les problèmes? Vous vous êtes senti abandonné par les autorités? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? Voilà, ce n'est pas que le sentiment d'abandon. En tant qu'habitants et jeunes natifs de ce quartier, nous avons pris nos responsabilités. Parce qu'en réalité, les premières victimes sont nous. Les victimes de quoi? Les victimes des inondations, les victimes des inondations, des érosions, de la délinquance juvénile, c'est soit moi, même, ou mes parents, ou mes frères, ou mes amis. Et donc c'est vous êtes organisés. Nous nous sommes organisés pour faire face à ces phénomènes, à ces problèmes qui dérangent. Parce que apparemment, votre quartier, c'est peut-être voisin ou peut-être c'est le même quartier qui ont souvent, c'est ce quartier qui a souvent des noms qui poussent les gens à prendre leurs responsabilités. Quartier tout peuple, quartier Simbapel, quartier capable. Est-ce que c'est tout ça? Très exactement. Ce sont là les synonymes de nom de notre quartier. Simbapel parce que après chaque pluie, nous sommes obligés d'aller
aller en quelque sorte pendant la pluie même, hein, il faut être dehors pour canaliser les eaux de pluie, pour éviter les inondations. Alors, en juin 2025, cette année, il y a eu cette dernière pluie qui a beaucoup fait parler. Quels ont été les dégâts dans votre quartier? La pluie diluvienne du 13 au 14 juin 2025 a causé beaucoup de dégâts dans notre quartier. Au-delà des dégâts essentiellement matériels, nous avons eu des pertes en vies humaines. Ces dégâts ont endeuillé plus de 5 familles dans mon quartier. On a eu des nourrissons de 2 à 3 ans, je crois 2, qui ont perdu leur vie pendant cette pluie. Et donc, en parlant des dégâts matériels, on a eu beaucoup de familles qui ont vu leur maison aller sous les décombres. Donc, aujourd'hui, là, on a plusieurs familles qui vivent par-ci, par-là, ou à la Belle Étoile. Dans les églises, dans les écoles. Obligés de se réfugier quelque part pour avoir un toit. Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que déjà dans le quartier, vous qui faites le travail de porte en porte, de ruelle en ruelle, est-ce qu'on savait que à la moindre pluie, les gens devaient vivre pire? Est-ce que c'était prévisible? Par rapport à la situation écologique, sinon environnementale de notre quartier, nous savions que s'il y a une pluie très grave, il y aura beaucoup de dégâts. Mais voilà, nous sommes un quartier du Congo, un quartier de Brazzaville. Et donc, nous sommes enregistrés au niveau de la mairie, etc. Même si nous sommes confrontés à ces problèmes, nous espérons aussi à ce que les autorités viennent à notre secours. Nous y reviendrons. Est-ce que là-dessus, connaissant les difficultés du quartier, la fragilité des sols et tout ce qui est difficile chez vous au quartier, est-ce qu'il y avait quand même des alertes? Est-ce que vous avez saisi les autorités, le maire d'arrondissement ou bien les circonscriptions d'action sociale qui se trouvent? Je ne dirais que ce que nous avons déjà fait. Nous avons alerté plusieurs fois la mairie de Talangaï. On a même essayé de solliciter les engins pour notre projet de désensablement que nous faisons de temps à autre dans le quartier. Malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'aucune autorité n'est venue à notre secours. La ministre des Affaires sociales, Madame Irène Marie-Cécile Moko-Kimbassa, continue donc à appeler les victimes à se faire inscrire et à recevoir de l'aide. Est-ce que dans votre quartier, il y a des personnes, des familles qui ont déjà été assistées depuis juin? C'est vrai qu'à l'aube de cette pluie, nous avons vu les agents de l'État passer pour enregistrer certains ménages, mais à ce que je sache, aucune population de mon quartier n'a reçu. Jusqu'alors, il n'y a pas d'assistance. Jusqu'alors, aucune population n'a reçu de l'assistance. Mais les gens se sont quand même fait inscrire. Ah, puisque vous dites les gens se sont fait inscrire. Les agents de l'État les gens se sont fait inscrire, malheureusement, il n'y a pas d'assistance. Je ne sais pas si notre quartier est hors de la carte du Congo. Je ne sais pas. Il y a des plaintes. Je ne sais pas. Beaucoup de plaintes. Et vous, dans ce cas, quand il y a beaucoup de plaintes comme ça, comment vous faites la médiation? Comment vous essayez de gérer? Est-ce que vous les référez vers l'État? Est-ce que vous allez vers l'État? Ou bien ce n'est pas votre mandat de le faire? Bon, en réalité, ce n'est pas notre mandat, mais que voulez-vous? Vous voyez votre frère dans le problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer tant soit peu de faire quelque chose. Donc nous, selon nos moyens, selon nos capacités, nous essayons de venir en aide à certaines populations qui sont dans le problème. Vous êtes une grande association, Rêve 68, tout jeune évidemment, comme vous et vos collègues. Vous rêvez donc forcément d'une vie meilleure, où ils vivent la paix, la sécurité. Vous pouvez entreprendre vos activités et vivre paisiblement dans votre quartier. Rêve 68, quels sont les problèmes dans votre quartier? Nous avons des problèmes de cisaillement de terrain, en quelque sorte des érosions, que nous comptons plus de 10 dans notre quartier. 10 pointes d'érosion dans notre quartier. Nous avons les problèmes d'ensablement, donc consécutifs au cisaillement et au ruissellement des eaux de pluie. Nous avons des problèmes de déscolarisation des enfants. Et nous avons des problèmes de délinquance
juvénile. Nous avons des problèmes d'employabilité des jeunes aussi. Parlons des inondations, des érosions. Qu'est-ce qui se fait dans votre quartier? Vous, en tant qu'association, comment vous encadrez la population? Quelles actions vous menez pour parer tant soit peu à ce phénomène? Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain? Voilà, déjà, il faut dire que mieux vaut prévenir que guérir. Nous menons beaucoup d'activités. Nous prévenons déjà les inondations en travaillant sur les érosions. Nous avons une activité que nous appelons le tapissage des érosions, avec les moyens de bord, bien sûr. Nous achetons des sacs de ciment, pas des ciments remplis, des sacs vides, des vides, hein. des vides de ciment, que nous remplissons de sable et que nous plaçons au niveau du sol des érosions pour éviter qu'il y ait encore rupture de terrain. Et donc, en même temps, nous plaçons les sacs. Vous remblez nous remblons avec les sacs remplis de sable. Oui, pour permettre à ce que l'eau de pluie se ruisselle très facilement. Il vous faut beaucoup de sacs. Beaucoup de sacs. Vous faites des cotisations dans le quartier? Exactement. Ce sont des contributions des ménages qui nous permettent d'acheter le matériel. Et pour une érosion, nous utilisons, selon sa capacité, nous utilisons plus de 2000 sacs. Plus de 2000 sacs. Et nous avons fait cela dans 2 érosions de notre quartier, et ce qui a permis à ce que notre quartier soit un peu libre, ou bien, je sais pas dire, calme, pendant 2 ans de saison de pluie. Et donc là, vous continuez toujours parce que le phénomène n'est pas réglé. C'est une activité très permanente. C'est une activité en roue. Donc, nous faisons aujourd'hui, après 2 à 3 mois, nous faisons encore, nous lançons les mêmes activités. En tout cas, à part cela, pour les maisons qui sont déjà inondées, nous apportons notre aide en venant avec le moyen de bord, comme je dis, les pelles, etc., pour essayer de désensabler certaines maisons, certaines artères, maisons déjà? Bien sûr. Et même notre ruelle d'Aleté, la rue Éco, qui était vraiment ensablée, nous avons mené des actions de désensablement dans cette ruelle. Aujourd'hui, c'est praticable. Aujourd'hui, un peu praticable, mais pas vraiment parce qu'on est arrêté. C'est fait à la main. Fait à la main, parce qu'il n'y a pas de machine. On est arrivé à un moment où il fallait vraiment que nous ayons des engins. Et sur cette même artère, nous avons fait le curage des caniveaux. Et cela pour donner un environnement sain à nos jeunes frères. Est-ce que ces activités, vous suivez le programme du gouvernement les premiers samedis du mois, ou vous avez votre propre calendrier pour exécuter ces travaux dans votre quartier? Nous avons notre propre calendrier, mais c'est toujours inscrit dans le cadre et chaque samedi du mois aussi, vous suivez les activités? Exactement. On fait dire, lorsque c'est les premiers samedis du mois quand même, est-ce que vous recevez une assistance, je sais pas, une assistance quelconque? En tout cas, je vous assure qu'on n'a jamais reçu de l'assistance de la part de qui que ce soit. J'ai oublié ici de vous dire que nous menons aussi des activités de descente, de causerie, que nous appelons Mbongi 68, avec les jeunes du quartier pour essayer de les conscientiser. Et notre dernière activité, c'était sur le Nzango, un sport négligé. Pourtant, c'est notre identité. Pourtant, c'est un sport qui met en valeur la jeune fille. De la même façon que les équipes de football peuvent vivre et les athlètes de foot peuvent vivre de leur profession, de la même façon que les athlètes de Nzango peuvent aussi gagner leur vie à travers cela. Vous avez organisé une compétition de Nzango. On l'a appelé le Nzango au cœur de la jeunesse. La finale s'est jouée le 26 juillet 2025, à l'issue de laquelle la première place a été couronnée d'une coupe et d'une somme de 100 000 francs. La deuxième place d'une coupe et d'une somme de 50 000 francs. Et il y avait la meilleure joueuse avec une petite coupe avec une somme de 15 000 francs. Et là, vous faites avec les moyens du bord? Avec les moyens de bord. Comme vous n'allez pas du tout. De maison en maison, chez les politiciens, le député, le conseiller pour demander quoi que ce soit? Pas du tout. Nous n'allons pas parce que nous sommes en quelque sorte barrés. Nous n'avons pas l'accès. Voilà. En quelque sorte, nous n'avons pas l'accès à cela. Sinon, nous avons besoin de cette assistance. Est-ce que les gens, ça veut dire que dans le quartier, ou bien ceux qui vous regardent en dehors du quartier, ne reconnaissent pas le travail que vous faites? C'est ce que ça veut dire, en fait. En quelque sorte, il y a ce sentiment-là. On n'a pas confiance en vous. Un sentiment d'abandon.
On se sent un peu lésé. Ceux qui dans vous le sens regardent, où les gens qui nous regardent ne viennent pas porter une main de plus pour l'avancement de ce projet. Lorsque vous faites le salongo, alors lesquels qui prennent les pelles, les machettes et tout ça? Les jeunes tout du le monde? quartier. Les Les jeunes. jeunes du quartier surtout. Et les quelques vieux, quelques vieillards, quelques mamans du quartier aussi sont depuis quelques mois entrés dans la danse et nous avançons comme ça. Alors, vous avez des activités dans les établissements scolaires, publics notamment. Vous accompagnez, vous nettoyez, et puis vous avez un programme, je crois cette année, où vous voulez soutenir tous les élèves qui ont abandonné l'école, donc le décrochage scolaire. Comment vous allez procéder? Merci pour cette question. Je m'attendais à cela parce que c'est un projet que nous avons mis en place. Nous comptons le réaliser d'ici le 20 septembre. Donc, nous nous sommes dit que le problème de délinquance juvénile, parfois, trouve son nœud au niveau de la déscolarisation des jeunes. Donc, du coup, nous avons mis ce projet en place pour soutenir 100 jeunes, 100 élèves de notre quartier. Nous avons commencé par l'école primaire, c'est-à-dire de CP1 jusqu'en CM2. Nous allons offrir 100 kits scolaires gratuitement aux... Est-ce que vous avez identifié les écoles? Bien sûr, nous avons identifié les écoles dans notre quartier, les écoles primaires surtout, c'est ce que nous tenons vraiment d'abord par la base, l'école primaire, les 100 kits, et on va aussi, par ce biais, faire sans inscription à ces jeunes-là pour qu'ils reprennent le chemin de l'école. Ce projet est dénommé Sungangai Nazonga Kilasi. Les inscriptions sont payantes, les kits scolaires sont payants. Comment vous faites pour rassembler tout cet argent? Est-ce que c'est un panier qui passe de parcelle en parcelle, de ruelle en ruelle dans votre quartier? Ou bien vous prenez tout sur vous? En réalité, c'est difficile sur papier, mais avec la volonté de vouloir bien faire, on peut y arriver. Nous lançons généralement l'appel dans le quartier aux âmes sensibles de venir en aide pour différents projets. Mais nous voulons aussi que nous ayons une autre main, une main assez longue, pas forcément les gens du quartier. Nous voulons les gens bienveillants, les gens avec une belle âme de venir à notre aide parce que c'est lourd. C'est lourd. On dit souvent, sans argent, le nerf n'a que maladie. Alors, oui, ça c'est un médecin qui parle justement. Les enfants qui sont un peu victimes de la déscolarisation, du décrochage scolaire, il y en a qui ont dépassé l'âge pour repartir à l'école. Est-ce que vous avez regardé ce côté-là? Vous voulez ramener tout le monde? C'est vrai que la scolarité, l'école est obligatoire au Congo jusqu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que là, vous allez ramener tout le monde ou bien vous réfléchissez autrement pour les plus âgés? Pour cela, nous avons deux canevas. D'abord, les jeunes de plus de 25 ans, nous avons un programme que nous allons mettre en place d'ici février 2026. Nous allons organiser des ateliers pour la formation qualifiante des jeunes à la couture, la maçonnerie, l'informatique, etc. pour essayer de donner un métier à chaque jeune. Pour les moins de 25 ans, nous payons les cours à domicile, c'est-à-dire les cours à domicile pour la remise à niveau, les encadrements, pour qu'ils fassent les encadrements à domicile exactement, pour qu'ils fassent à la longue des examens d'État et après le bac, qu'ils aillent à l'université, intégrer l'université. Est-ce que là, les parents sont d'accord avec vous, ils coopèrent, ils sont prêts à vous donner les enfants ou vous travaillez la main dans la main avec les parents? En tout cas, toute la population adhère, toute la population du quartier 108, bien évidemment, adhère à ce projet, adhère à notre vision du Rêve 108 déjà. Mais ce projet encore a une forte adhésion populaire parce que, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, un parent fonctionnaire pourra-t-il envoyer à l'école 6 enfants s'il n'y a pas de l'aide? Surtout que nous avons un problème de chômage dans notre pays. Nous avons
un problème de grossesse indésirée. Vous allez voir une dame qui met au monde, mais qui ne sait quoi faire de cet enfant. Et c'est pour cela que nous avons les orphelins, etc. Donc, ce programme-là est mis en place essentiellement pour des enfants, pour des jeunes vulnérables, des jeunes qui n'ont pas de soutien, pour essayer de leur donner un peu d'espoir, un peu de sourire sur les lèvres. Un autre volet aussi dans le quartier 68, c'est cette violence juvénile, ce banditisme aujourd'hui qui se développe à une vitesse, parfois les autorités n'arrivent pas à arrêter. Koulouna, bébé noir, comment vous vivez ce phénomène dans votre quartier? On a comme l'impression que tous les jeunes dans le quartier 68, où chaque jeune a sa machette à la maison. Vous savez, M. Arsène, c'est effrayant. Déjà, quand vous dépassez 20 heures pour rentrer à la maison, vous posez beaucoup de questions. Ces jeunes délinquants, ce sont nos frères. Pour certains, nos amis, la journée et la nuit. Ils vous surprennent. Ils nous surprennent. Donc, la question, c'est de se demander pourquoi cette dérive identitaire. C'est ça la question. Je pense que cette question a été mal abordée et encore jusqu'à nos jours irrésolue. Les jeunes doivent comprendre que la fonction publique n'est pas un rempart. Pas une fin en soi. Non, pas une fin. Cette conception bureaucratique que nous avions est erronée. Nous devions apprendre les métiers. Nous devons apprendre les métiers pour que nous soyons capables de prendre soin de nous-mêmes. Par exemple, je vais vous dire, moi je suis médecin, c'est parce que j'ai fait un métier libéral. Je ne suis pas fonctionnaire de l'État, mais je suis médecin. J'exerce quelque part, mais je ne suis pas chômeur non plus. Ce n'est pas parce que je suis pas à la fonction publique que je suis chômeur, pas du tout. Vous pouvez avoir un métier libéral et vous gagnez votre vie. Est-ce que ça suffit? Ça suffit aujourd'hui? C'est le discours que les autorités tiennent, les politiciens, on va le dire, et peut-être vous aussi, des jeunes leaders, c'est les discours que vous tenez. Est-ce que ça suffit d'apprendre un métier pour être indépendant, pour ne pas être chômeur? Il y en a parmi les Koulouna et les bébés noirs, des mécaniciens, des menuisiers, des maçons. Qu'est-ce qui pousse à la violence? Moi, je pense que il y a ce désespoir-là. Le jeune est désespéré, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu ce sentiment-là quand j'étais en 4e année de médecine. Je vous rappelle que je suis un étudiant de la RDC. J'ai subi vous avez suivi votre formation à Kinshasa? J'ai subi le problème de Mbata Bakolo. Et donc, j'étais parmi les victimes. Et j'ai perdu 2 ans. Donc, la médecine, c'est 7 ans, mais moi, j'ai fait ma médecine en 10 ans. Vous voyez ce retard-là à cause de cela. Quand je suis revenu, les parents, avec la peur et les moyens, ne pouvaient plus me payer la scolarité en RDC. Et donc, j'ai vécu pendant 2 ans ce désespoir. Je sais de quoi je parle. Et vous aurez pu vous lancer dans le banditisme si... J'aurais pu, en tout cas, j'aurais pu, parce que je vous assure, j'ai des amis qu'on a grandi ensemble qui sont délinquants aujourd'hui et cela me touche de façon particulière. Et comment vous, en tant que... J'encourage l'initiative du gouvernement pour la création des centres d'insertion et de réinsertion. On va y arriver. D'abord, vous, sur le plan local, dans votre quartier, qu'est-ce que vous essayez de faire pour essayer de conscientiser ces jeunes, les encadrer? Je vous ai parlé du Mbongi 68. Oui, Mbongi 68. Nous nous rencontrons avec ces jeunes pour parler, pour demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'ils vous écoutent? Ils nous écoutent. Est-ce qu'ils ne sont pas violents pendant la réunion? Pas du tout. Ce sont nos frères, ce sont nos amis. Certains nous disent très clairement qu'est-ce qui leur pousse à ce genre de dérive. Et j'encourage le ministre de la Jeunesse, le ministre Hugues Ngouilondélé, de reprendre avec les activités de la formation qualifiante des jeunes. Et moi, avant d'aller à l'université, j'ai eu à apprendre le froid à travers la formation qualifiante dirigée par le ministère de la Jeunesse.
Alors, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, le gouvernement a mis en place un programme pour essayer de récupérer ces jeunes, les réinsérer. Et on pense que le premier centre qui pourra démarrer, si jamais on précipite les choses, ce serait le centre de Aubéville de Madingu. Exactement. Alors, comment vous jugez, comment vous appréciez cette initiative? Le projet est très bon. C'est une initiative très louable à encourager et même à acclamer. Parce qu'en réalité, c'est ça le nœud du problème. Les jeunes doivent être qualifiés. Un jeune qualifié ne va pas perdre son temps dans la rue avec des machettes. Il va aller chercher son argent. S'il a son chantier, ses activités à faire, il ira. Donc pour moi, ces jeunes qui aujourd'hui sont devenus très hostiles au bon sens devraient être réinsérés, devraient être qualifiés. Et donc ce projet, en tout cas, je félicite le gouvernement de notre pays et en même temps le ministre Hugues Ngwelondele dans cette lancée. Et je prie que Dieu lui prête vie pour qu'il arrive jusqu'à la fin de cette initiative. Justement, on sait aussi que quand de tels projets, de telles initiatives sont mises en œuvre, très souvent, ce ne sont pas les concernés qui viennent parce que les jeunes seront encadrés, internés à Madingu, donc les repas sont assurés, les nuits sont payées également, donc on vient juste pour apprendre. Très souvent, on laisse ceux qui sont concernés, ceux qui découpent les gens dans les rues des quartiers 68 et on prend d'autres qui viennent parfois de très loin, là où la situation est un peu plus apaisée. Si vous avez un message là-dessus pour les autorités, ce serait lequel? Mon message à l'endroit des autorités serait qu'ils travaillent avec la population. C'est nous qui savions de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Nous savions ces jeunes de nom et de face. C'est-à-dire s'ils travaillent avec la population, on saura vraiment quels sont les intéressés pour ce projet. Donc pour moi, ils devraient d'abord essayer de rentrer en contact avec les leaders d'opinion pour essayer d'avoir quelques pistes pistes de solutions pour leur projet. Docteur, le temps à poker passe très vite, mais je rappelle quand même, vous avez été membre influent du bureau exécutif de Mouvement républicain, le parti de Destégave. Vous avez été secrétaire général adjoint, je crois. Secrétaire général. Secrétaire général. Alors, vous avez quitté le parti. Pourquoi vous avez quitté le parti? Est-ce que c'est pour créer votre propre parti? Ah non, j'arrange un peu votre propos. Oui. J'ai pas quitté le parti. Okay. J'ai pris des distances. Ok. Mais vous êtes toujours membre du parti. Jusqu'à preuve de contraire. Parce que je n'ai pas, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas démissionné. Écrit une note de démission. Et vous vous êtes mis un peu à l'écart. Je me suis mis à l'écart par rapport à certaines... Vous êtes fatigué de faire la politique? À certaines dérives autoritaires de notre président, que je salue en passant, le président Destégave. Je suis cofondateur, non seulement secrétaire général, le premier secrétaire général, je suis cofondateur de ce parti. Je ne vais pas ici donner, oui, justement, parce qu'il ne s'agit pas de ça aussi. Exactement. Il ne s'agit pas de ça aussi à l'émission. Mais est-ce que cela a tué votre rêve politique? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire alors? Vous repartez au parti ou vous créez votre parti, politiquement parlant? Politiquement parlant, j'ai des ambitions. Déjà, je veux vous rappeler qu'en 2022, j'ai été candidat à la candidature aux élections législatives dans ma circonscription électorale, le quartier 68. Pour le compte de MR? Pour le compte du MR. Et c'est même ça. Vous avez été investi alors? J'ai été investi comme candidat. Est-ce que alors, dans tout ça, les ambitions, vos rêves, en 2027, vous pensez que vous pouvez vous essayer? Bien sûr, cette fois-ci, il y a en indépendant? Il y a deux possibilités. Ou vous intégrez le Parti congolais du travail? En tant qu'indépendant, je n'ai jamais été d'accord avec l'idéologie du Parti congolais du travail. Je n'ai jamais été d'accord. Donc c'est difficile de vous voir là-bas. C'est difficile, c'est très difficile de me voir adhérer à ce parti. Donc vous irez en indépendant ou vous allez vous réconcilier avec le MR? Probablement, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. J'avais proposé au président Destégave d'essayer d'appeler tous les anciens du parti. Font... Parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les Québés.
On est une dizaine ou sinon une vingtaine de cadres du parti et si ça marche, certains avaient quitté le parti. Si cette démarche marche, vous revenez au MR. Si ça marche pas, en tout cas, vous allez en indépendant. On aura quelques conditions à émettre parce que nous pouvons pas accepter que celui que nous voyons aller en ascension se déformer en monstre un jour. Vous avez reconnu que ce que vous avez vécu au MR qui vous a mis un pied à l'écart n'a pas tué votre rêve politique. Donc, s'il y a des élections, vous serez candidat, mais en tout cas pas au compte du PCT. Vous allez en indépendant. En tout cas, ça sera en indépendant si ce n'est pas le MR. Par contre, on ne sait pas ce qu'il nous réserve le lendemain. Parce que, à mon sens, je pense que le PCT reste un grand parti de notre pays. Un grand parti. S'ils pouvaient un peu revoir leur façon de faire, peut-être qu'ils pourront... Surtout que le Congrès arrive, peut-être qu'ils vont modifier certaines choses. Et peut-être leur approche. Peut-être que je pourrais adhérer, peut-être. On ne sait pas ce que nous Mais vous avez besoin de ça. La jeunesse dans ce pays, vous avez toujours besoin de vous accrocher à quelqu'un, n'est-ce pas, à un politicien qui vous donne et l'idéologie et l'argent. Généralement, c'est ça. Vous devez votre réussite ou votre carrière politique à vous savez, quelqu'un. Il faut pas vendre son âme aussi. Il faut faire des choses avec conviction. Quand vous êtes convaincu que votre combat est noble, il faut pas aller sous les bottes de quelqu'un pour pleurer. Non, il faut chercher un parrain, un leader que vous voyez, vous voyez comment je vais dire, que vous pensez être et que vous approchez de lui. Je vais prendre un exemple qui vous inspire. Voilà, c'est même ça le mot. Je vais prendre un exemple. Si je parlais tout à l'heure du PCT, je voulais parler un peu du conseil consultatif de la jeunesse. Je me demande parfois, je me pose mille et une questions sur les critères de choix du secrétaire exécutif du conseil consultatif de la jeunesse. Et quel est son rôle? À quoi ça sert? Quel est son rôle? Du point de vue texte, je sais ce que ça veut dire, je sais quelles sont ses prérogatives, oui. Mais sur le terrain, ce n'est pas ça. Et puis, dans ce conseil, à plus de 99%, ce sont les jeunes du PCT, les jeunes de la FMC. Comment voulez-vous qu'il y ait... Donc, ils se comptent entre eux, c'est ça? Comment voulez-vous qu'il y ait de la compétition dans un pays? Essayez de mélanger ces jeunes du PCT avec les jeunes des autres partis, les jeunes indépendants. Peut-être du parti de Dave Mafoula, les jeunes du parti de Gavé. Ils ne sont pas dans la FM. Dans le conseil consultatif de la jeunesse. Oui. Pas du tout. C'est essentiellement constitué des jeunes de la FMC et sinon du PCT. Et vous pensez que ça doit changer? On peut pas. Ça doit changer. Ça doit changer parce que c'est comme si c'est la même idéologie qui continue, qui part de la tête jusqu'au niveau du bas, au niveau des pieds. C'est pas bon. Il faudra qu'il y ait mélange des jeunes, qu'il y ait un brassage de jeunes qui viennent chacun avec ses idées. Parce que là-bas, c'est le huisme. C'est le huisme. À ce que je sache. Au conseil consultatif. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Qu'on nous cite, c'était moi-même un seul projet qui a été mené par ce conseil. Et qui a impacté la jeunesse congolaise. Qui a impacté la jeunesse. La plupart des jeunes du conseil consultatif de la jeunesse doivent leur position au rang de leurs parents. Au rang de leurs parents. Vous n'avez jamais écouté un étou à la tête du pays? Pas du tout. Pas du tout. Pour terminer, peut-être que vous avez un message à l'endroit de la jeunesse congolaise qui vous suit aujourd'hui à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouando, à Ouesso. À toute la jeunesse, je vais un peu dresser ces quelques mots. Un jeune, c'est un battant. C'est quelqu'un qui a du sang vif. C'est quelqu'un capable de faire et de réaliser l'impossible. Un jeune ne devrait pas se laisser abattre par certaines situations de la vie. Le jeune, c'est celui-là, s'il cherche à gauche, ça ne marche pas, il cherche à droite. Pour garder espoir. Pour garder espoir. Le jeune, c'est celui-là qui est capable de développer en soi ses talents enfouis pour la résolution de nos problèmes. Voilà, mesdames et messieurs,
on va prendre ça comme le mot de la fin. Save des Lives, votre site internet par lequel donc vous pouvez suivre également le direct de cette émission. C'est donc votre portail. Vous pouvez arriver. Tout le monde demande à venir à débattre ici à Poker, mais vous voyez bien, le président Geoffroy Etou ne sort pas du néant. C'est pas parce qu'il a des idées, parce qu'il a des analyses à faire. Il est responsable d'une association. Il a parlé des actions de son association, ce qu'ils font dans leur quartier, et après il s'est ouvert pour parler, pour critiquer certaines choses dans le pays, pour parler de certaines institutions, mais d'abord, il a parlé de ce qu'il fait. C'est un homme d'action, de ce qu'il fait dans son quartier, et il est légitime, il a le droit aujourd'hui de porter la critique parce qu'il est capable de faire quelque chose pour sa communauté. Nous vous attendons au Save des Lives. Venez donc avec des idées de ce que vous faites chez vous. Nous ne recevrons pas des analyses, des critiques acerbes, des gens qui ne font rien, des gens qui ne mènent pas l'action, mais qui veulent venir critiquer ceux qui font de l'action. Voilà pourquoi nombreux parmi vous, vous sollicitez à venir à Poker. Vous pensez que les murs sont devant vous. Non, vous êtes libre à venir. Mais venez nous parler de ce que vous faites concrètement dans votre communauté, dans votre parti, dans votre association, dans votre université, dans votre école, avant de passer à la critique telle que le président Geoffroy Etou l'a fait ce soir. Voilà, merci beaucoup et gardez le contact avec Save des Lives qui est votre plateforme. Vous trouvez les émissions, vous trouvez des reportages vidéo, mais aussi des reportages écrits avec illustration photo. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.